Le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler du sexisme, des violences sexuelles en ce début d'année. C'est aussi l'occasion de faire un bilan, de savoir où on en est dans les entreprises. Une photographie de ce sexisme, on en a beaucoup parlé. Il y a eu des campagnes de prévention, les RH se sont emparés du sujet, puis les salariés, femmes en particulier, eh bien, se sont exprimés, ont pris la parole et ne se laissent plus faire ou moins faire. On en parle parce qu'il y a une étude passionnante d'Opinionway et du cabinet Équilibre et je vous présente mes invités. Jean-Christophe Villette, j'évoquais Équilibre, je vous présente en premier, directeur général du cabinet Équilibre, étude avec Opinionway pour une photographie de la situation. Équilibre, qui est un cabinet de conseil RH, mais risques psychosociaux et organisationnels, organisation. Exactement. Bonjour. Merci d'être là et ravi de vous revoir. Et Juliane Elbis, vous étiez venue il y a 2 ans sur le plateau de Smart Job. On est très heureux de vous retrouver. Et vous êtes la fondatrice et la CEO de TIL, qui est une plateforme. Comment vous définiriez TIL ? TIL, c'est la première plateforme de santé mentale à destination des collaborateurs et des entreprises. Formidable. Un chiffre et l'étude, parce que vous l'avez commandée à Opinionway, elle est assez intéressante parce que, évidemment, il y a encore du chemin à faire, mais quand on regarde attentivement l'étude, on voit que quasiment sur tous les items, on a des -5, -6, -7. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin, mais qu'on a parcouru du chemin sur ce sujet. Vraiment ou pas ? Alors, il y a une tendance. La tendance, c'est une légère diminution des chiffres. Alors, pour rappel, c'est le 2e volet de l'Observatoire. Donc, on avait un premier volet il y a maintenant 2 ans. Donc, on a 2 ans d'écart entre les mesures. Et on a ce chiffre que vous rappelez, 49% des actifs exposés à au moins un agissement à connotation sexuelle et ou à connotation sexiste. On avait 60% il y a 2 ans. Il y a une tendance, mais ce premier résultat, c'est aussi l'objectivation que le sexisme est encore enraciné dans la réalité des relations de travail. Alors, je ne veux pas ramener tous les sujets à l'actualité, même si on est une chaîne de télé et que l'actualité, ça compte. Il y a eu l'affaire Gérard Depardieu au plus près de nous, et on voyait que ce comédien, cette star, avait eu des comportements sexistes, non pas avec ses épouses, des comédiennes souvent très connues, mais très souvent avec des collaboratrices et des subalternes, techniciennes, coiffeuses, maquilleuses. Dans les études que vous avez, est-ce qu'il y a un rapport de classe comme ça dans cette relation au sexisme ? Je vous déboussole dans ma question ou pas ? Un peu. Alors, je ne sais pas s'il y a une étude qui montre qu'il y a des rapports de classe. Ce qu'on voit, en un mot, quand on est le chef, on a plus de pouvoir sur une femme, pour le dire simple. Ça arrive aussi à tous les échelons de l'entreprise. Et effectivement, les femmes sont plus touchées, même si ça ne touche pas que les femmes. Vous le ressentez, vous, qu'on est sur le bon chemin ? On entend qu'on était à 60, on est passé à 49, ça reste élevé, mais vous sentez qu'il y a quand même un travail de fait, je dirais, des consciences, indépendamment des organisations, les consciences. Alors, il y a un travail de fait sur le sexisme en particulier et sur les sujets liés à la santé mentale et aux risques psychosociaux en général. Et je pense que dans les 3-4 dernières années, on a peut-être gagné quelques décennies de maturité sur ces sujets-là, en libérant la parole, même si certains sujets, en particulier les violences sexistes, restent dans une certaine mesure encore assez tabous. Mais on a quand même libéré la parole et mis les sujets liés à la santé mentale des collaborateurs et aux risques psychosociaux en particulier beaucoup plus sur le devant de la scène, donc on en parle plus, et ça explique aussi qu'il y ait une légère amélioration, même si les chiffres sont encore assez édifiants. On va voir les 5 items. On n'a pas mis tout, parce qu'évidemment, il y avait tous les items possibles liés au sexisme, aux violences sexuelles. On a choisi les 5 premiers, mais juste un mot. Vous associez d'ailleurs immédiatement le sexisme et RPS, risques psychosociaux. Il y a un lien direct ? Oui, il y a un lien direct. Les violences sexistes et sexuelles font partie des violences relationnelles au sein des organisations. Et au sein de ces violences relationnelles dans les organisations, les violences sexistes et à connotation sexuelle ont leur place. Et un des enseignements de ce 2e volet du baromètre Équilibre Opinionway, c'est la méconnaissance, voire l'ignorance de la réalité de ces sujets au regard des définitions. Je pense qu'on peut inviter de façon très bienveillante les téléspectatrices et les téléspectateurs à aller jeter un œil sur la définition du sexisme, à aller jeter un œil sur la définition du harcèlement sexuel, que ce soit dans le code du travail ou dans le code... Même du harcèlement tout court d'ailleurs. Et du harcèlement, voilà. Moi je suis harcelé, mais non, mais en fait, du harcèlement dans le vous avez demandé de travailler en fait. Et si vous posez, Arnaud, la question si on pose la question de façon ouverte, avez-vous été exposé au cours des 12 derniers mois ? Je précise que le chiffre, c'est au cours des 12 derniers mois en France, en situation de travail. C'est pas sur l'ensemble de la carrière. C'est pas sur l'ensemble de la carrière. Et si on pose la question ouverte, vous aurez entre une personne à 2 personnes sur 10 qui déclarera être exposée. Et quand on utilise un outil de mesure robuste et rigoureux,
avec notamment un menu déroulant qui prend des exemples issus des exemples concrets issus de la littérature juridique, dont la jurisprudence, vous arrivez à ce chiffre de 49%. Donc il y a une méconnaissance et une ignorance qui est mise en évidence à travers ce sondage, d'où l'importance, vous en parliez, et il faut qu'on continue de renforcer les mesures de prévention, de sensibilisation notamment. Alors on revoit le chiffre de 49%, j'aimerais qu'on voit les 5 items qui donnent comme ça une idée aussi de la qualification des 5 items. On va les voir pendant que Nicolas Juchat cherche et fouille dans nos archives images. Un mot quand même sur c'est envoyé, on le voit, regardez le comportement sexiste les plus courants au travail, 34% sont les blagues à connotation sexuelle, là ça baisse, dans moins Ça 5, baisse de 10 points. De 10 points. 28% blagues se référant au sexe ou genre d'une personne. 16%, il y a eu des remarques appuyées sur le physique et la tenue. 12% remarques associant les compétences sexe et genre. Et 11% le sentiment d'humiliation lié au sexe et au genre. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est senti humilié parce qu'il avait un genre en particulier. Donc ça, c'est très intéressant. À titre d'exemple. L'exposition aux blagues à connotation sexiste et à connotation sexuelle, on observe peu de différence entre les hommes et les femmes dans les résultats. En revanche, pour ce qui concerne le rapport entre la compétence et le genre et les regards insistants, les regards appuyés ou les remarques sur les tenues vestimentaires, on a 2 fois plus de femmes qui sont exposées à ces comportements que d'hommes. Ça aussi, par rapport au travail que vous menez sur les risques psychosociaux sur votre plateforme, est-ce que vous avez ces indicateurs-là ? Alors, ce qu'on voit, c'est pas le niveau de granularité face au sexisme. En revanche, ce que montrent les études, c'est que quand on parle de détresse psychologique en entreprise ou de stress aigu en entreprise, les femmes sont plus touchées que les hommes. Clairement. Alors, il ne faut pas en faire un sujet uniquement de femmes, parce qu'il ne faut pas non plus devenir caricatural, mais c'est vrai que les femmes sont plus exposées, donc on le voit tout à fait, oui. Seconde partie, alors, il y a cette étude qui fait une photographie, ça va mieux, mais il reste encore du chemin. Parlons des organisations maintenant, les services RH. Est-ce que la parole s'est libérée ? Est-ce que les salariés vont plus facilement pousser la porte d'un bureau du RH ? Comment vous regardez ce sujet-là ? Parce que c'est jamais simple à gérer. Je leur dis, l'affaire Depardieu, c'était des personnes qui potentiellement, et vous le dites dans le sondage, certaines ne vont pas parler parce qu'elles avaient peur de perdre leur emploi. C'est un sujet quand même, non ? Si, c'est un sujet. Vous parliez tout à l'heure aussi de la méconnaissance des mots et oui. Le besoin de démocratisation. Et donc, c'est vrai pour le sexisme, c'est vrai pour les risques psychosociaux et c'est vrai pour la santé mentale en général. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai tournant, je dirais, par rapport à 2020, donc il y a 3 ans, peut-être 4 ans, il y a un vrai tournant sur la prise en compte de ces sujets-là par les entreprises, par les directions des entreprises et par les DRH en particulier. Parce que c'est une demande aussi qui vient des collaborateurs. Pourquoi ? Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a 70% des millennials qui disent être déjà partis d'une entreprise pour des raisons liées à la santé mentale. Alors ça peut être, comme vous le disiez très bien et comme vous le rappeliez, le sexisme, les violences sexuelles, le harcèlement, ça fait partie des RPS. Ça peut être d'autres sujets, mais il y a une vraie demande des collaborateurs. De prise en compte de ces sujets. De prise en compte de ces sujets-là dans les politiques RH. Jean-Christophe Villette, vous qui accompagnez les organisations, qu'est-ce qu'elles vous disent sur ce sujet ? On ne peut pas l'adresser, c'est compliqué, c'est de l'ordre de l'intime, c'est toujours complexe. Un lien, si vous permettez, par rapport aux millennials, donc ça ne couvre pas de façon parfaite, mais sur la tranche d'âge 18-29 ans, le chiffre de 49% qu'on a partagé est en réalité de 62%. Oui, j'ai vu, vous avez rajouté un point, une différence très significative. Après, vous parliez des RH. Il y a un résultat qui est très intéressant dans ce deuxième volet, c'est que sur 100% de situations qui ont été vécues par les personnes interrogées, il n'y a que 19% de ces situations qui sont associées au sentiment qu'elles ont été traitées de façon satisfaisante par la fonction RH. Je pense que ce résultat doit nous mobiliser pour continuer les efforts dans ce sens-là. Et une situation sur 2 n'est pas remontée au niveau de la fonction RH. Donc la fonction RH est en ignorance d'un certain nombre de situations. Comme les élus, c'est le même chiffre, et c'est la même chose au niveau de l'encadrement. Vous parliez tout à l'heure du rapport entre les différentes personnes. Les situations, en tout cas, qui est auteur de la plupart des situations, c'est principalement les collègues, dans quasiment une situation sur 2, mais c'est aussi au sein du collectif de travail que se retrouvent les ressources de premier niveau et la capacité de collègues de pouvoir intervenir pour recadrer de façon souple certains comportements. En même temps, dans les items qu'on voyait tout à l'heure, on voit les blagues sexistes, ça reste, non pas qu'il faille glisser dessus, au contraire, ça reste compliqué d'aller voir le RH pour dire « il m'a fait une blague sexiste sur la taille de ma jupe ».
Comment ça peut gérer dans l'inter-relation? Est-ce qu'on doit soulever, signifier la remarque, verbaliser avant même d'aller voir le service RH en disant « Oh là là là, on a parlé de la taille de ma jupe ». Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi prendre en main son propre destin? Vous posez une question, un sujet qui est essentiel, qui est de se dire il y a une partie individuelle. Ouais. Comment on est outillé, comment on a les bonnes ressources et les bons réflexes. Est-ce que je m'autorise? Individuel. Alors, pour pas faire la blague ou comment y répondre. Et il y a le volet collectif dont vous parliez, qui va être comment on prévient, comment on forme et comment on fait en sorte que la culture soit différente. Donc formation, prévention, atelier, c'est-à-dire parler aux managers pour leur dire vous êtes sûrement extrêmement drôle, mais il y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne dit plus en fait. À tout le personnel et le développement des compétences psychosociales au niveau individuel, à la fois dans son expression, mais aussi dans sa capacité d'intervenir quand on est en observation, pour faire en sorte que ces compétences autorisent dans le dialogue au sein de l'entreprise, à pouvoir interagir, à pouvoir exprimer une gêne, à pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord. Un chiffre, c'est que 75% des personnes qui ont été perturbées par un agissement, eh bien, n'ont pas agi, n'ont pas su comment se mobiliser par peur. Et 60%, enfin pardonnez-moi, donc 50%... l'a intériorisé. Oui, se sont dit que ça ne servirait à rien. Donc là, on a deux sujets différents. On a la peur et souvent parce qu'on ne sait pas comment se manifester, comment se comporter. On a aussi peur du retour, du regard des autres, de son organisation sur le sujet, d'où l'importance de concilier l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif en reprécisant le cadre de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas aujourd'hui, en 2024, dans les organisations en France. Peut-être pour rebondir sur l'accompagnement individuel, vous posiez la question, est-ce qu'il faut verbaliser ? Nous, ce qu'on voit chez TIL, c'est que parmi les sujets les plus plébiscités, il y a l'assertivité, la communication non violente et comment identifier et communiquer à l'autre ses limites. Et typiquement, verbaliser, reformuler, ce que tu me dis, c'est que parce que je suis une femme, je n'ai pas la capacité, faire répéter à l'autre et lui exprimer une demande sur le coup, en disant je te demande d'arrêter parce que ça me met mal à l'aise. Et dans l'attitude que vous décrivez, c'est une attitude assertive, parce qu'il peut y avoir aussi un sentiment d'agressivité, de tension et de conflit. Donc sur ce ton-là, vous dites que c'est la bonne méthodologie finalement. Alors il n'y a pas de recette unique. Non, mais en tout cas, c'est l'attitude qu'il faut avoir. L'assertivité, reformuler, demander et exprimer qu'on est mal à l'aise avec une remarque et qu'on souhaite que la personne arrête. Ça a beaucoup de valeur parce que ça permet aussi à l'autre de prendre de la distance et de se rendre compte. Ensuite, il y a les relais dans l'entreprise, le manager, la manager, les ressources humaines, les représentants du personnel et les référents harcèlement. Les référents harcèlement, salariés comme les référents handicap, dont la mission, c'est quoi? Il fait de la médiation quand les choses ont eu lieu, ou est-ce qu'il est déjà en amont dans le préventif en disant attention Gilles, tu vois, il y a la théorie et la pratique. Ouais, c'est une fonction, c'est une fonction qui a du mal aujourd'hui à trouver sa place, à trouver sa place dans l'organisation. La raison pour laquelle on a essayé de mettre en valeur cette fonction et d'écrire un guide. C'est pour ça que je présente sur le sujet. Il y a à la fois des référents en fonction de la taille de l'entreprise, côté élu et côté direction d'entreprise au sein des ressources humaines. Le référent doit avoir un rôle à définir dans l'entreprise au cœur du système de prévention, dans l'accompagnement de la politique de sensibilisation, mais aussi dans le cadre de régulation que peuvent être les enquêtes suite à certaines alertes. En tout état de cause... Un peu coquille vide pour l'instant. Un peu dur à trouver sa place. Théoriquement, non, mais en pratique, une place difficile à trouver. Je voudrais présenter guide pour le référente harcèlement sexuel et l'égalité, lutter contre le harcèlement sexuel, promouvoir l'égalité, c'est Équilibre qu'il fait. Et donc c'est un guide pratique avec des conseils juridiques, avec un certain nombre d'éléments, qui permet aussi d'avoir un référentiel. Exactement. Parce qu'on ne sait jamais, et vous l'évoquiez, si on peut le ranger dans le sexisme, est-ce que c'est la blague grasse? C'est compliqué ça. Et vous de votre côté, vous avez des outils aussi qui apportent de la data, j'imagine, et ensuite du conseil aux entreprises? Oui, exactement. Nous, ce qu'on va regarder, c'est du côté individuel, comment on outille chaque personne, comment on forme les managers et les individus à éviter ces comportements-là, et côté collectif, comment en agrégeant la donnée de chaque collaborateur, collaboratrice de façon anonyme, on va pouvoir repérer les signaux faibles, perte de confiance en soi, stress accru. Et là, c'est à creuser. Nervosité. Et là, il faut effectivement... On ne sait pas si c'est du sexisme ou du harcèlement, mais en tout cas, il y a quelque chose. Il faut aller chercher, effectivement. La data donne des signaux faibles. Un dernier mot, 60% des personnes exposées ont déclaré
avoir ressenti des impacts dans leur relation de travail, dans leur bien-être psychologique, dans leur sécurité psychologique. Et dans leur vie au travail, perso d'ailleurs. Et dans leur vie personnelle aussi par rapport à ce sujet-là. Donc c'est un chiffre qui montre que les violences sexistes et sexuelles au travail font partie des risques psychosociaux. C'est aujourd'hui une réalité. La probabilité de les rencontrer dans les relations organisationnelles est forte et donc on doit renforcer les mesures de prévention individuelle et collective. Ce guide que je viens de présenter sur le référent ou la référente, merci à vous Jean-Christophe Villette avec ce sondage OpinionWay. Vous pouvez le découvrir sur le site d'équilibre OpinionWay avec beaucoup de détails pour voir un peu l'évolution sur l'Observatoire d'il y a 2 ans. Et puis merci à Juliane Elbis, vous êtes la fondatrice SEO de TIL qui agrège de la data mais qui ne fait pas seulement cela, qui fait aussi de la formation, qui accompagne évidemment et qui propose des éléments concrets. Merci à vous deux. À suivre, comme on dit, on termine avec Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'immobilier. Vous le savez, qui traverse une crise importante. Comment reconvertir un certain nombre de collaborateurs issus de l'immobilier? C'est la question que l'on pose à notre invité.